Entrée dans l'écrit à l'école maternelle, point de vue didactique. Alors, pour commencer, je vous propose de regarder cette petite vidéo et puis nous discuterons de ce que vous voyez. De lait. Ouais. Là, plus de lait. De lait. Voilà. Voilà. De chocolat? Chocolat. Chocolat. Ok. Peut-être il faudrait des fruits aussi. C'est bon. Ok. Et du pain. Et quoi d'autre? Du fromage. Et quoi d'autre? Et des cornichons. Et c'est fini. Oui. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre dans les trucs de fruits? Ah oui, on n'a plus de mangue. Allez, les mangues. On a encore des haricots verts. Des haricots verts? Ah non, on n'en a plus, chérie. Donc, vous avez noté. Ok. Voilà. Super. Voilà. Alors, que fait De lait. cet Ouais. enfant de un peu moins de 4 ans? Est-ce qu'il est en train d'accomplir des gribouillis? Est-ce que c'est un acte conscientisé de la transcription d'une pensée? C'est une véritable question. Si on regarde l'image, on peut dire qu'il est en train d'imiter, de faire des vagues, de gribouiller quelque chose sur un cahier. Mais quand on écoute, c'est un peu différent. Il est conscient d'être en train de faire la liste des courses, il y participe, il demande et quoi d'autre, il fait des propositions. Est-ce qu'on a des haricots verts? Est-ce qu'il faut ajouter des mangues? Il nous manque des mangues. Donc il sait parfaitement ce qu'il est en train de faire, sauf qu'il ne maîtrise pas l'outil qu'est l'orthographe, qu'est la langue écrite pour pouvoir le faire. Mais il y a bien une trace qui dit qu'il est conscient d'être en train de transcrire quelque chose qui est négocié d'une certaine façon avec la maman et qui est pensé. De lait. Ouais. Là, plus de lait. De lait. Voilà. Voilà. De chocolat? Chocolat. Chocolat. Ok. Peut-être il faudrait des fruits aussi. C'est bon. Ok. Et du pain. Et quoi d'autre? Du fromage. Et quoi d'autre? Et des cornichons. Et c'est fini. Oui. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre dans les trucs de fruits? Ah oui, on n'a plus de mangue. Allez, les mangues. On a encore des haricots verts. Des haricots verts? Ah non, on n'en a plus, chérie. Donc, vous avez noté. Ok. Voilà. Super. Alors, si on regarde cette autre image, cette fois-ci c'est un album de littérature de jeunesse. Et là, la petite fille, voyez, est venue, elle aussi, gribouiller au-dessus du texte de l'album. On ne peut pas vous dire ce qu'elle a voulu écrire. Elle-même aujourd'hui ne le saurait plus. Mais au moment même de l'acte, elle est venue compléter quelque chose, une histoire qu'elle connaît très bien, qui lui est lue régulièrement. Donc là, nous sommes dans des pratiques familiales où il y a un caractère quand même volontaire d'écrire. Il y a une volonté de laisser la trace de quelque chose dans une situation de communication, qu'elle soit dans celle avec la maman dans la liste de courses ou là, dans un dialogue presque interne de la petite fille, mais qui ne reste pas dans sa tête, dont elle veut laisser la trace écrite dans l'album. Alors Vygotsky, lui, il a souligné le caractère volontaire de l'acte d'écriture, par opposition à l'automaticité qui régit les échanges oraux en affirmant que
L'utilisation du langage écrit suppose un rapport à la situation fondamentalement différent de celui qui existe dans le cas du langage oral. Elle requiert un rapport plus indépendant, plus volontaire, plus libre. Et il me semble que c'est bien ce que nous observons. Alors, cette réflexion volontaire, elle s'observe à tous les niveaux, de la combinaison des lettres à la formation de la phrase, mais également au niveau sémantique, puisque l'individu qui écrit est amené à s'interroger de manière consciente sur le sens de son texte. Alors, on n'observe pas la première phase parce qu'il n'y a pas de lettres. Les enfants, d'une certaine façon, écrivent avant la lettre, comme dirait Emilia Ferrero. Ils ne maîtrisent pas l'outil pour écrire, mais ils sont bien dans une démarche d'écriture. Et Vygotsky, c'était précisément en faisant cette différence qu'il avait comparé le langage intériorisé et le langage écrit. Et la différence est sur le caractère privé du langage intérieur. Ici, la petite fille, par exemple, ne garde pas pour elle sa pensée par rapport à l'album. Elle laisse la trace, elle sait très bien que cette trace va rester dans l'album et elle va pouvoir la retrouver. Alors, maintenant observons ceci, cette production d'une enfant. Que se passe-t-il? C'est Élodie, elle est en grande section et à l'école, elle est en train d'apprendre à faire des boucles. C'est ce qu'on appelle une activité de graphisme. Et à partir des boucles, elle dessine, et c'est bien et bien un dessin, elle dessine une maison avec une cheminée et de la fumée, et elle dessine aussi un petit personnage qui probablement la représente. Nous sommes dans un dessin. Il n'y a pas de volonté là, ni affirmée, ni non affirmée, ni conscientisée de produire quoi que ce soit d'autre que de se servir des boucles pour faire ce dessin. Elle ne va pas non plus utiliser les boucles pour écrire son prénom, par exemple. Il n'y a pas de transfert. Et là, il faut vraiment faire attention et bien différencier le graphisme de l'écriture. Et précisément, je vous rappelle, Marie-Thérèse Zerbato-Poudou, dans plusieurs de ses écrits, elle revient sur cette conception linéaire et hiérarchisée du processus d'apprentissage, de penser que le graphisme serait antérieur à l'écriture et que l'enfant mobiliserait les apprentissages du graphisme pour entrer dans l'écriture. Ce sont deux choses complètement différentes. Il n'y a pas l'intention de produire un message, y compris dans le dessin, même si le dessin peut vouloir dire quelque chose. Mais il n'est pas dans la trace écrite, comme on l'a vu tout à l'heure, dans la volonté de laisser un message écrit, même si les enfants ne maîtrisent pas encore le système alphabétique. Ce transfert escompté est d'une manière aussi simple que prévu, il ne fonctionne pas. Les habiletés graphiques ainsi exercées ne se transfèrent pas toujours automatiquement dans les situations d'écriture, nous rappelle Zerbato-Poudou, et ça c'est vraiment important. Alors ça pose la question finalement, mais qu'est-ce que c'est écrire et qu'est-ce que c'est enseigner et apprendre à écrire? Alors je vous propose de faire un petit détour théorique pour essayer de mieux saisir l'objet sur lequel on discute aujourd'hui. Alors, on a pendant longtemps eu un postulat classique de base, qui était que l'écriture était un habit de la langue, l'accessoire de la langue, et qu'il ne présentait pas d'autre intérêt en soi. Alors, Emilia Ferrero, dans les années 90, en psychologie, est totalement contre cette approche. Pour elle, l'attention aux aspects formels de l'écriture est ce qui s'acquiert le plus facilement. Autrement dit, apprendre à reproduire des lettres s'acquiert relativement facilement. Le plus difficile, c'est évidemment de comprendre à quoi sert et qu'est-ce qu'écrire et entrer dans la situation d'écrire. Elle trouve, Emilia Ferrero, que les pratiques scolaires qui prétendent que l'on apprend seulement au moyen de la répétition, de la mémorisation, de la copie systématique du modèle, de l'automatisme, sont quelque peu caricaturales des pratiques d'écriture. Et elle défend l'idée selon laquelle cette compréhension du fonctionnement du système d'écriture est fondamentale.
Avant elle aussi, déjà en psychologie, Vygotsky critiquait la centration sur les aspects techniques de l'écriture. Ceux qui continuent, disait-il, de considérer comme l'un des principaux obstacles du développement de la musculature fine et d'autres éléments liés à la technique de l'écriture, ne voient pas les racines de la difficulté là où elles sont réellement et prennent pour cause centrale, fondamentale, ce qui n'est qu'accessoire. Donc vous voyez, d'un point de vue psychologique, deux psychologues quand même de renom sont tout à fait, à des années, des dizaines d'années d'écart, tout à fait d'accord là-dessus. Le geste graphique en soi n'est pas un geste d'écriture. D'un point de vue anthropologique, les travaux de Jacques Gaudy sont aussi très intéressants pour nous. Jacques Gaudy va étudier l'influence des modes de communication sur les sociétés humaines et il analyse la structure des communications dans les sociétés sans écriture. Et ce qu'il va montrer, c'est que l'utilisation de l'écriture transforme la pensée humaine en modifiant la manière de penser. C'est précisément ce que nous avons vu tout à l'heure dans la vidéo avec le petit garçon. Il commence à interroger ce qu'est la liste de courses, comment on va l'écrire. Il est bel et bien dans une pensée qu'il structure dans un ordre à peu près. Il l'attend, il est au rythme, il ralentit aussi la maman, il la questionne sur les traces qu'il va donner. Donc l'enfant, lorsqu'il apprend à écrire, il apprend aussi à réfléchir à ce qu'il va écrire, à préparer ce qu'il écrit, à anticiper, on y reviendra tout à l'heure, à planifier, à chercher ses idées. C'est pas juste reproduire des lettres. Et c'est aussi, et c'est Gombert qui nous le dit, c'est aussi un enseignement et un apprentissage de la langue qui contribue à l'élaboration de la conscience métalinguistique, c'est-à-dire que l'enfant va prendre conscience, par exemple, plus tard, du fait qu'il faut mettre ce mot-là après l'autre, qu'on va redire autrement la phrase, elle n'est pas bien construite. Donc il va y avoir une conscience métalinguistique au fur et à mesure que les enfants vont produire de l'écrit et nous verrons ensuite des textes. Donc l'écriture agit sur les contenus qui sont transmis eux-mêmes, sur la pensée qui s'exprime. Et Jacques Gaudy a affirmé que même si l'on ne peut réduire un message au moyen matériel de sa transmission, tout changement dans le système des communications a nécessairement d'importants effets sur les contenus transmis. Il faut vraiment retenir ça, le passage à l'écrit est susceptible de contribuer à organiser les connaissances et la pensée. C'est essentiel et c'est ça que nous enseignons et c'est cela qui doit être appris. Donc dans une perspective anthropologique, ce qui permet d'éclairer le processus à l'œuvre dans l'entrée dans l'écriture, c'est précisément le bouleversement cognitif qui est opéré. Et ça, d'un point de vue didactique, c'est fondamental. Écrire, c'est apprendre à organiser de la pensée qui se modifie par un retour possible sur les éléments de savoir. Donc un enfant qui écrit est un enfant qui est en train de développer une conscience et une métacognition que l'écriture elle-même permet. Alors, Yves Rotter et puis Bernard Lahire, dans une perspective à la fois didactique pour le premier et sociologique pour le second, ils ont une approche qui est quand même très très proche. Pour Yves Rotter, l'écriture est une pratique sociale, elle est liée à la société dans laquelle on grandit, elle est aussi liée au contexte dans lequel on écrit. Écrire à la maison, écrire en classe, ce n'est pas du tout la même chose. Et là, on a des super travaux qui ont été faits par Barré de Mignac, par Marie-Claude Panlou, auxquels je vous renvoie. Donc, si c'est une pratique sociale, c'est aussi une pratique de différenciation sociale. Et ça, c'est important pour nous, didacticiens, mais pour nous aussi, enseignants, puisque c'est précisément là, sur l'écriture, qu'il va falloir essayer de résorber cette différenciation sociale et apporter peut-être plus aux enfants qui ne vont pas développer cette relation métacognitive et consciente de l'écriture à la maison. Bernard Lahire, lui, il distingue dans la société actuelle deux formes de communication, les formes sociales
orales et les formes scripturales scolaires. Et il montre bien que l'on n'écrit pas de la même façon selon le contexte et le rapport finalement que l'on a avec l'écriture. Voilà, je vous ai laissé les 2 QR codes pour que vous puissiez aller lire ces textes qui sont vraiment très intéressants. Alors, sur le plan didactique, que faut-il retenir? Eh bien, tout cela vaut également pour la lecture, évidemment. Il doit aussi y avoir une conscientisation du phénomène de l'apprentissage de l'écriture. Mais pour l'écriture, c'est un peu plus complexe, dans la mesure où en lisant, on apprend assez vite à reconnaître des lettres, des mots, des marques grammaticales, des types et des genres de textes. Quand je dis assez facilement, tout est relatif. Mais dans l'écriture, voilà, il faut être capable non seulement de se rappeler de toutes ces marques en leur absence et de les reproduire. C'est bien cela qui est différent entre la lecture et l'écriture, c'est la présence de l'écrit. Dans l'écriture, on produit quelque chose qui n'est pas présent et qui n'est que cognitif, qui n'est qu'une mobilisation d'un ensemble de savoirs très complexes et très différents à mobiliser. Dans la lecture aussi, les savoir-faire sont à mobiliser, mais le texte à déchiffrer, à comprendre et sous les yeux. Alors, quand Reuter dit que c'est une pratique sociale, ça signifie qu'elle s'inscrit dans les échanges sociaux, ce qui implique l'investissement d'un sujet social. Il ne faut jamais oublier qu'un élève est avant tout un enfant. Et je rappelle que l'élève que l'on accueille à l'école maternelle est avant tout un enfant et que précisément en apprenant à écrire, comme on apprend à écrire à l'école, il deviendra un élève et un sujet scriptural. Donc l'écriture articule du cognitif, du psycho-affectif, du socio-culturel, mais aussi de l'individuel et du collectif. L'écriture s'inscrit donc dans une histoire et dans un lieu social dont l'individu ne saurait faire l'abstraction dans son acte même d'écriture. Pensons notamment au partage social des pratiques. L'écriture n'est pas lisse, les difficultés ne tiennent pas seulement à la technicité requise, mais elles tiennent surtout au décalage qu'il peut y avoir entre une pratique d'écriture scolaire et des pratiques d'écriture telles que le sujet se les représente. Donc, prendre en compte le déjà là, connaître les représentations que chaque enfant a de l'écriture lorsqu'il entre à l'école, c'est évidemment indispensable. Alors, comment prendre en compte précisément ce déjà-là? Alors, c'est pas si simple. C'est pas si simple parce qu'en fait, il y a une polémique pour certains chercheurs. L'idée est que pour éviter la difficulté des apprentissages, il faut entrer tout de suite dans la norme écrite. Jusqu'à présent, je n'avais pas parlé de normes, mais bel et bien de représentation de l'écrit. Donc, par exemple, on a cette petite première production, Hugo, lundi 2 mai 2011, et il écrit entre 2 lignes en recopiant mon abécédaire. Donc, pour certains chercheurs, c'est ça qui est essentiel, c'est d'entrer dans l'écriture par l'imitation, la copie et s'approprier tout de suite les normes. Pour d'autres, donc tous les auteurs que j'ai cités et bien d'autres, et c'est bien aussi dans cette perspective que je m'inscris, il y a de toute façon avant la norme déjà des représentations. Et apprendre, c'est transformer ces représentations. Donc soit on les nie, on n'en prend pas du tout en compte le fait qu'elles existent, soit au contraire, on les prend en compte. Mais si on les prend en compte, évidemment, ça signifie qu'il va falloir les travailler pour les transformer. Donc soit on nie qu'il y a des représentations, soit on les prend en compte, mais pas pour dire que voilà, vous savez écrire, pas du tout. Mais voilà ce que vous savez et voilà ce que l'on va apprendre. Si l'on regarde cet écrit d'un élève, on voit qu'ici, il utilise, contrairement à ce qu'on a découvert tout à l'heure, il a 4 ans et demi, il est en moyenne grande section et il utilise des lettres. Donc les lettres, il les connaît et il a aussi une petite conscience phonétique. En tout cas, il est entré dans la phonétisation de l'écrit. Il a commencé à comprendre le principe phonographique
hein. Il essaye de découper la chaîne sonore, de la coordonner. Donc on peut lui poser quand il est dans ses activités, comment le son peut-il être transcrit, comment est-ce qu'on écrit ce son-là. On observe ensuite des écritures qui vont être progressivement ajustées. La durée, par exemple, l'enfant va faire correspondre la durée de l'oral à la longueur de l'écrit. Tout le monde connaît ça. Le train, l'enfant va mettre beaucoup plus de lettres que dans la locomotive, parce que la locomotive, elle est plus petite que le train. Donc voilà, c'est ça aussi, ces représentations-là qu'il faut transformer et donc faire prendre conscience que précisément c'est sur la métagraphie qu'il faut être concentré et non pas sur l'image mentale que l'enfant a en tête. Donc ces ajustements vont passer aussi par le découpage dans des ajustements syllabiques et puis progressivement aller donc vers des mots. Si l'on regarde ce dessin, l'enfant, donc il sait dessiner, Clément, mais il a aussi écrit des tas de choses. Il a écrit papa, il a écrit Clément, c'est juste en haut, ça a été découpé là dans l'image. Il a écrit je t'aime, pas tout à fait dans le bon ordre, et en dessous c'est écrit je t'aime maman. Donc on voit qu'ici il a d'une certaine façon avancé par rapport à l'enfant précédent. Cette fois il y a une segmentation des mots. Le sens de l'écriture est à peu près acquis, mais bon, il décide aussi d'écrire de haut en bas. Mais pourquoi pas, on le voit aussi par exemple dans les affiches, dans des publicités. Hein. Donc il se trouve ici confronté à d'autres principes qui vont régir le code, les marques graphiques, en particulier donc l'orthographe. Il est en train d'entrer progressivement dans l'orthographe. Et là, il n'y a pas de négociation possible. Alors, quand ils écrivent comme ça à la maison, évidemment, on les remercie, on leur fait plein de bisous, on est super contents. On peut leur dire à la maison, tu sais, ça s'écrit pas tout à fait comme ça, je vais te montrer comment ça s'écrit. En classe, c'est de façon systématique qu'il faut apporter la véritable écriture, la véritable norme orthographique. Il faut bien sûr aller vers cela. Il ne faut surtout pas faire croire à l'enfant que l'on écrit comme on veut. Voilà, il peut le faire, mais pour apprendre et aller vers la structuration d'un autre rapport à l'écrit. Alors écrire, c'est aussi raconter des histoires pour soi et pour les autres. Alors, je vous emmène cette fois-ci dans une classe de toute petite section, dans une classe freinée, où tous les matins, les enfants ont un atelier libre dans lequel ils peuvent s'inscrire, qui concerne donc le dessin des anniversaires de la semaine qu'ils offrent ensuite le vendredi à tous les enfants qui ont fêté leur anniversaire. Et chaque enfant repart avec son petit cahier de dessin offert par tous les copains et copines. C'est intéressant, ces enfants ont moins de 3 ans à ce moment-là et ils essayent donc de faire un cadeau à leurs copains et leurs copines. Ici, vous voyez, je vous ai surligné une tentative quand même d'écriture d'un enfant de 3 ans. Il essaye d'écrire lundi parce que c'est le début de la semaine. Il a commencé, c'est caché. Il nous expliquera que c'est caché par les immeubles qu'il a reproduits. Autour, on a le grand jardin qui entoure les immeubles. Et donc là, il donne rendez-vous lundi soir à son copain pour aller fêter son anniversaire. C'est toujours un cadeau pour le même petit garçon qui fête son anniversaire, mais là c'est une petite fille qui est très contente parce qu'elle est invitée chez lui pour l'anniversaire et donc elle reproduit cette rencontre qui va avoir lieu, de pouvoir aller donc vers chez lui, le chez lui représenté par la porte et elle donc qui arriverait et elle essaye là aussi de produire quelque chose, je l'ai de nouveau entourée, donc il y a aussi l'idée que l'image produit du sens, mais il y a la volonté, y compris pour ces enfants, de savoir, en tout cas la volonté de mettre le peu de lettres, de laisser une trace scripturale également. Et donc ça, on peut l'acquérir très tôt, puisque c'est l'habitude dans la classe de l'écrire, et quand ils vont présenter les dessins, ils vont dire à l'enseignante ce qu'ils ont voulu écrire.
Alors, dans la continuité des différents travaux que nous avons déjà vus, on va voir à présent des ateliers d'écriture tâtonnée. Et je vais vous expliquer pourquoi je choisis le terme tâtonner. Ces travaux se situent surtout dans la lignée des travaux de Emilia Ferrero, qui se sont intéressés à l'évaluation de la conceptualisation de la langue chez l'enfant, en particulier en analysant l'écriture inventée. Alors c'est Carol Chomsky qui en 71 propose le terme invented spelling, ou Reed qui parle de creative spelling, et la tâche consiste à demander à des enfants non scripteurs de produire par écrit des mots ou des phrases qui ne leur ont pas été enseignés. Alors, en français, le terme invented spelling a été traduit de multiples façons. Fijalkov a choisi l'expression écriture inventée, tout comme Ribon, qui va conserver cette appellation, tout en disant que l'adjectif invented est quelque peu malencontreux dans la mesure où l'enfant n'invente pas à proprement parler un code, mais se contente de faire usage spontanément des connaissances des lettres qu'il possède déjà. Alors que d'autres auteurs ont préféré, par exemple, parler d'écriture approchée, c'est le cas de Besse, d'écriture provisoire, qui m'intéresse beaucoup, c'est le cas de Saint-Laurent par exemple, ou de Giasson aussi qui parle d'écriture provisoire, ou encore d'orthographe inventée, c'est le cas de Jaffré, de Bossé, de Massonnet, ou d'écriture approchée, c'est le cas de Morin. Alors, on va parler, je vous propose plutôt qu'on parle d'écriture tâtonnée, parce que l'idée, c'est bel et bien d'observer comment les enfants s'inscrivent dans un processus, vont le développer, vont tâtonner, c'est-à-dire vont réfléchir pour pouvoir aller vers un écrit tout à fait acceptable, mais en partant de là où ils sont. Alors, je vais vous présenter quelques productions d'enfants, cette fois-ci en grande section. Ce sont des enfants qui participent dans une école à des ateliers que l'enseignante appelle plutôt d'écriture spontanée. Alors ici, nous avons un petit garçon qui a décidé, dans l'atelier d'écriture du matin, d'écrire en autonomie, c'est un atelier en autonomie, d'écrire « C'est aujourd'hui jeudi ». Vous voyez que là, il y a déjà beaucoup de choses qui sont acquises. Jeudi, il l'écrit en attaché, en écriture cursive, sans aucun problème. Donc ce mot-là fait partie de son répertoire orthographique. Ensuite, on a presque tous les sons. Le S, le E, qui correspondrait à E, le O, et puis aujourd'hui, il manque là le UI à la fin, mais on a le mot jour qui apparaît. Donc on commence à avoir quand même une correspondance phonémique, comme on a vu tout à l'heure, une conscience phonologique qui est déjà très très développée, et donc il est bel et bien en train d'associer en tout cas la valeur du son des lettres à l'écriture de ces messages. Cette autre petite fille, Marine, qui est dans la même classe, n'est pas du tout au même niveau. Alors dans cet écrit, ce que je veux souligner, c'est évidemment les ratures. On voit que jeudi, elle sait bien l'écrire. Manifestement, les jours de la semaine ont bien été travaillés dans cette classe. Mais voilà, elle a écrit en attaché, elle a barré. Les ratures sont essentielles. C'est pour ça que je dis que ce sont des ateliers d'écriture tâtonnés, parce que quand on tâtonne, on réfléchit, on barre, on recommence. Et l'écriture, c'est ça. C'est essayer, barrer, recommencer. Ou effacer et recommencer. Ici, on est sur du papier, donc on peut barrer. Et alors, elle a voulu écrire, c'est noté en dessous par l'enseignante, « J'ai cueilli des fleurs ». Alors, si on regarde sa production, là, il n'y a aucune segmentation. On retrouve le « j'ai », très fréquent chez les enfants, pour « j'ai », pour le pronom et le verbe. Et puis ensuite, on a quelque chose, un « CI », peut-être un « O », un « A », on ne sait pas trop, mais qui renvoierait donc à cueilli. Et puis on trouve ensuite cette association VLR
pour fleur. On voit bien que là, il y a une tentative d'essayer d'identifier des sons. Elle le fait de façon assez inefficace, mais elle est sur la route du découpage d'une conscience phonologique associée à une conscience graphique, donc dans le découpage de la correspondance graphiphonème. Évidemment, elle en est loin, mais elle a déjà la conscience qu'il faut aller dans ce sens-là. Je vous présente l'écrit de Ombeline. Pareil, Ombeline fait des ratures et c'est très bien, comme je vous le disais, ça montre qu'elle réfléchit. Elle n'est pas du tout dans un écrit si spontané que ça, il y a bel et bien du tâtonnement. Alors il y a le mot hier qui est très très bien écrit, donc autre mot qui fait partie chez elle de son bagage orthographique. Elle l'écrit en attaché et en lettres capitales, c'est vraiment intéressant. Alors on va trouver le G qui est très fréquent puisque la lettre G permet effectivement de transcrire ce son. Mais voilà, c'est la transcription d'un son. Fait est intéressant parce que les enfants ont appris et dans un album, et donc ici sur le plan phonémique, c'est tout à fait correct, du très bien écrit. Et puis du travail, mais Ombeline expliquera dans la classe que justement chez elle, ils sont en travaux et il y a une pancarte devant la maison qui dit « Attention, travaux ». Et donc elle a trouvé une autre façon d'écrire le mot « travail ». Alors la réflexion est très 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 judicieuse évidemment et en dessous l'enseignante lorsque les enfants disent ce qu'ils ont voulu écrire devant toute la classe, elle rectifie évidemment pour leur montrer très correctement comment en fait ils auraient dû écrire. Ici, une dernière production d'une petite fille, Gwenaëlle également, qui écrit « J'aime cueillir des fleurs ». Alors c'est très intéressant parce qu'au niveau elle découpe de la segmentation des mots, c'est presque parfait, à part le j'aime, mais en fait c'est bel et bien un mot, enfin en tout cas. Il correspond sur le plan phonémique, D complètement acquis. Fleur, c'est intéressant parce qu'on voit tout le travail de découpage là, de la phonologie du mot, feu, et puis elle finit par écrire feu, voilà, donc l'orthographe du mot n'est pas là, mais la décomposition du mot qu'il faut faire sans en avoir le modèle, je rappelle, est vraiment bien ancré. Et puis cueillir, c'est quand même pas mal. On a beaucoup de lettres, il nous manque les doubles consonnes, mais disons que là, on a quand même beaucoup de lettres qui ne sont pas dans le bon ordre, mais qui commencent à montrer que vraiment ce mot est non seulement en train d'être compris, mais la décomposition, là encore, phonologique est très 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 intéressante. Alors, ces ateliers n'ont vraiment d'importance que si ensuite ils sont repris et si l'enfant voit ce qu'il aurait dû écrire. Et c'est dans cette différenciation entre ce que j'ai écrit et ce que j'ai voulu écrire que l'apprentissage se fait aussi. Alors, nous passons maintenant aux ateliers de production écrite, où là, il ne s'agit plus seulement de produire quelques phrases, quelques mots, quelques intentions, mais d'aller vers la production du texte. Je vous en donne quelques exemples. Ici, nous sommes dans une classe où les enfants vont écrire, ils sont en atelier, ils vont écrire, l'enseignante est là et elle les aide à écrire, mais on n'est pas du tout dans la dictée à l'adulte, on y reviendra tout à l'heure. Donc elle dit, écoutez bien, écoutez, ils écrivent. Donc c'est un texte qui est en grande section et le but pour la maîtresse, c'est, elle dit aux enfants, voilà, vous allez écrire à vos parents pour leur dire ce que l'on a préféré, ce que chacun d'entre vous a préféré dans le séjour nature qu'ils viennent d'accomplir. Donc ce qu'ils vont écrire sera à la fois dans le magazine de la classe, spécial classe verte, qui sera ensuite distribué à la famille. Et là, nous avons donc un petit échange qui montre ce qui se passe dans un atelier avec l'enseignante. On a Yacine qui dit
Bah, G, il faut mettre la lettre G. Donc G, il faut mettre la lettre G. Marine, moi aussi j'ai écrit G. Yacine, j'ai bien aimé. Il y a du un. Tu sais écrire un? Donc demande-t-il et Estelle dit, tu n'as qu'à mettre un comme le numéro. Ici c'est intéressant hein, puisque il y a une association mais dans deux codes différents et regardez, le maître dit, quelqu'un peut aider Yacine pour le un à écrire, donc elle ne laisse pas la réponse d'Estelle et cette confusion entre nombre et enfin chiffres et lettres s'installer et donc un autre élève va dire non mais tu peux mettre un comme un cheval. Donc ici, on est dans une autre façon de l'écrire en montrant lui le référent qui est dans la classe puisque les enfants s'appuient sur des référents graphiques, des écritures de syllabes qui sont écrits. Un petit peu plus tard, Marine dit aimer. Comme moi, j'ai écrit, j'ai bien aimé quand le maître a poussé le chariot. Ça va faire rire ma maman et donc ils éclatent tous de rire. Juliette dit quand c'est facile. Il y a AN comme maman. Donc vous voyez, hein, ils réutilisent à partir des mots qu'ils connaissent, ils font de l'analogie pour retrouver non seulement des sons mais aussi des syllabes complètes, en tout cas des graphies qu'ils savent écrire. Le maître dit tu as entendu Marine? Oui, je l'entends aussi. Et pour aimer, mais tu as mis m. Ah oui, elle a raison. M, mais il n'y a pas que ça, c'est mais. Mais, dit Yacine. Noé, c'est et, comme dans mon prénom, Noé. Tu vois, c'est comme ça. Donc voilà, là ils sont fin avril, on voit cette discussion, donc là l'enseignant ne va pas encore corriger, elle ne corrigera qu'à la fin, quand les enfants auront essayé d'écrire, mais ils ne sont pas dans une forme de dictée à l'adulte, ils sont bel et bien en train d'essayer de mobiliser tout ce qu'ils ont appris sur le code. Donc là, la dictée à code graphique. Eric, dans un autre groupe, dira ensuite, après, Pauline est trop petite, alors elle est montée sur le tabouret. Et l'enseignant dit, alors, qu'est-ce que j'écris? Ici, on est dans la forme d'une dictée à l'adulte, hein, et donc il y a beaucoup de propositions qui se superposent. Et l'enseignant va commencer à montrer qu'il écrit un mot à la fois. Et Pauline monte sur le tabouret et il montre le tabouret. Fadila, parce que. Martha dit parce qu'elle est trop petite, parce qu'elle est trop petite. Ce qui est très intéressant dans cet échange, c'est que là, vous voyez le rythme de discussion entre les élèves, puisque l'enseignante est en train d'écrire, eh bien, il va se ralentir, ils vont faire la dictée et donc ils vont répéter. Ils vont prendre conscience qu'il y a un décalage dans le rythme entre dire et pouvoir écrire. L'écriture demande du temps, demande à ce qu'on répète, demande à ce qu'on réfléchisse, demande à ce qu'on compose la phrase, à ce qu'on se relise pour être bien sûr que c'est bien ça que l'on a écrit. L'adulte, c'est vraiment des moments de travail où l'enseignant, cette fois-ci, se met au service des élèves pour leur montrer cette fois non pas un geste graphique, mais bel et bien un geste d'écriture. Donc aujourd'hui, une autre situation, nous allons écrire le début de l'histoire. Moi, je tiens juste le crayon, c'est vous qui me dites ce que je dois écrire. Donc Nadia, d'abord, il faut qu'on aille jouer et toi, t'écris ce qu'on a dit. Non, vous allez me dire d'abord comment ça commence, parce que cette histoire, on va la mettre dans un livre. Ce livre, il va aller à la bibliothèque de l'école. Il y a des grands et des moyens de l'école qui vont venir pour qu'on leur lise l'histoire. Et si on veut qu'ils comprennent bien l'histoire, il faut bien tout leur dire. Nous, on connaît Petit Bon Sourisette, on a beaucoup parlé, mais eux, pas du tout. Alors, dites-moi ce que je dois écrire. Donc ici, on est bel et bien dans la consigne, dans la situation d'écriture. Pourquoi on écrit, pour qui on écrit, avec quoi on écrit. Donc l'histoire de Petit Bon. Donc Petit Bon, il était dans sa maison. J'écris ça tout de suite? Oui.
Nadia recommence. Non, il était une fois. Ali dit petit bon qui cherchait sa cousine. J'écris ça tout en haut, je laisse juste la place pour le titre, on cherchera après. Ça aussi c'est important parce que là on est dans la gestion de l'espace. Où est-ce qu'on écrit sur la feuille? Voilà, donc ils reprennent. Il était une fois, petit bon qui cherchait sa cousine Sourisette. Le problème, c'est que les gens ne savent pas qui est petit bon. Nous, on sait qui est petit bon, mais eux ne le savent pas. Et donc, petit à petit, elle va les amener avec son questionnement à définir qui sont ces personnages, à dire qui ils sont, pour rendre l'histoire qu'ils racontent et qu'elle écrit sous leur dictée cohérente. Là, vous voyez, on est dans une autre étape. D'abord, c'est un texte, ce n'est plus une phrase, ce n'est plus une seule idée. Donc, commence ici l'articulation des idées entre elles, la planification des idées. Elle leur apprend vraiment à produire du texte. Une autre situation, qu'est-ce qu'on va écrire au correspondant? Vous allez me dire tout ce qu'il ne faut pas oublier. Je vais l'écrire sur la fiche, on rédigera la lettre demain matin. Voilà, donc là aussi, toujours cette projection sur la situation d'écriture. Qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire? Quels sont les éléments que l'on va mobiliser? Et comment est-ce que notre écrit peut être entendu? Donc la question de la réception de l'autre, de la compréhension de l'autre, donc le fait que l'on écrit pour quelqu'un d'autre et qu'il y a de l'autre côté quelqu'un qui va recevoir ce texte écrit et qu'on n'écrit pas là, dans ce cadre-là, que pour soi ou que pour dire une idée. Voilà, quelques références pour aller plus loin. N'hésitez pas à scanner donc les QR codes et à retrouver des textes de référence. Arrive à la fin et ce qui est important maintenant, c'est de voir ce que chacun d'entre vous peut retenir. Alors, je vous ai mis quelques retours qui ont lieu pendant les différents cours ou les différentes présentations de cette réflexion. Écrire est une intention de transmettre un message ou de laisser une trace. Il y a la volonté d'écrire, c'est différent du graphisme. Le graphisme n'est pas une entrée dans l'écriture, mais essentiel dans le développement de la motricité de l'enfant. Tous les écrits imaginaires des enfants doivent être corrigés. L'écriture approchée n'est qu'une entrée vers l'écriture orthographique. Voilà, ça, ce sont quelques exemples de ce que certains d'entre vous ont pu retenir. À vous de faire le bilan de ce que vous retenez de cette présentation. Et surtout, osez faire écrire les élèves et ensuite à leur faire apprendre les contraintes de l'écrit. Apprendre, c'est toujours s'approprier les contraintes. Je vous remercie beaucoup et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me recontacter.